Bonjour, je m'appelle Tim Haynes. Je suis le producteur des émissions spéciales sur la Terre des dinosaures. J'ai produit mon premier documentaire sur les dinosaures il y a environ 5 ans. Le tout premier sur la Terre des dinosaures était aussi notre premier documentaire avec des dinosaures et des créatures en images de synthèse. Ensuite, nous avons conçu et réalisé sur la Terre des monstres disparus. Et c'est là qu'on a eu envie de changer un peu d'approche. Alors on a pensé à ajouter un présentateur dans le documentaire et j'en ai produit un et Jasper a produit l'autre. Je m'appelle Jasper James. J'ai produit les documentaires consacrés aux plus gros dinosaures de tous les temps. Là, je travaille sur un documentaire en plusieurs parties, consacré aux monstres du fond des mers. Il nous fera remonter le temps jusqu'à des époques très reculées. Et il nous fera découvrir le fond des océans à des périodes où ils étaient très mal fréquentés. En général, les gens ont des connaissances très vagues sur les dinosaures. Nos documentaires, comme sur la Terre des dinosaures, en présentaient déjà une quarantaine et on peut avoir l'impression que c'est très complet. Du coup, certains croient qu'ils savent tout ce qu'il y a à savoir sur les dinosaures. Mais ça n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Il y a des milliers et des milliers de créatures disparues qui étaient vraiment fascinantes. On n'a fait que survoler le sujet pour l'instant. Et si vous vous intéressez aux animaux extraordinaires et gigantesques qui ont vécu sur notre planète, on a encore un tas de choses à vous faire découvrir. Dès nos tout premiers documentaires sur les dinosaures, on a réfléchi à la possibilité d'y ajouter un présentateur. C'est formidable d'avoir une vraie personne dans le film parce que ça donne une idée de l'échelle. C'est ça qui est très intéressant. Quand on voit un humain se balader parmi les dinosaures, on se dit tout de suite « Ah ouais, ils étaient vraiment énormes ». C'est le principal avantage. Et puis notre présentateur est un passionné d'animaux. Nigel est un grand zoologiste. Il adore les reptiles. Et son enthousiasme transparaît à l'écran. Il apporte un surcroît de cohérence au documentaire. En plus, il se retrouve parfois en danger et les spectateurs s'identifient à lui. Il lui arrive de se battre avec eux si ce sont des petits dinosaures ou de partir en courant s'ils sont plus gros. Ça permet de transmettre encore plus de choses aux spectateurs et ça rend les histoires encore plus passionnantes. Dans la griffe géante, tout part de la découverte d'une gigantesque griffe. C'est la plus énorme qu'on ait jamais vue. Elle appartenait à une créature dont nous n'avions pas parlé dans nos documentaires précédents. Cet animal incroyable vivait il y a 75 millions d'années et nous lui avons consacré un documentaire spécial. Sur la trace des dinosaures nous transporte en Argentine, il y a 100 millions d'années. C'est à cette époque-là que vivaient les plus gros dinosaures, même les T-Rex n'étaient pas de taille à côté des grands prédateurs de cette période. Et leurs proies étaient les plus gros animaux qui aient jamais vécu sur Terre. Donc Nigel remonte le temps parce qu'il veut voir de ses propres yeux ces monstres en train de se nourrir. Il veut assister à la plus violente chasse de l'histoire de la planète. On va donc le voir tout d'abord, essayer de trouver un troupeau d'argentinosaures. Eux, ce sont les proies. Ensuite, il va les suivre parce qu'il veut être près d'eux quand ils se feront attaquer par des giganotosaures, qui sont les plus grands prédateurs terrestres qui aient jamais existé. Nigel va donc faire tout un périple et, par exemple, on va le voir piloter un ULM au milieu des ptérosaures pour repérer le terrain. Il va échapper de peu à un crocodile géant. Mais finalement, il va trouver son troupeau d'argentinosaures et il va assister à l'attaque. Et les spectateurs risquent d'être surpris. Ce qui est important, c'est que la paléontologie est une science vivante et en perpétuelle évolution. On voulait se baser là-dessus parce que l'un des aspects les plus intéressants de l'étude des dinosaures géants, c'est que l'hémisphère sud a été très peu étudié par rapport à l'Amérique du Nord et à l'Europe par les savants. Alors à chaque expédition, ils trouvent de nouvelles vallées pleines d'œufs de dinosaures ou d'os, etc. Et ça nous fait autant d'histoires fantastiques à raconter et à rendre vivantes aux yeux des spectateurs. La griffe géante est un documentaire en forme de quête, parce que Nigel cherche à trouver à quel animal elle appartenait. La griffe fait à peu près 70 cm de long. Alors Nigel se dit qu'il doit avoir affaire au plus dangereux prédateur de tous les temps. Et il va aller essayer de le retrouver. Et pour ça, il va devoir se transporter en Mongolie, 75 millions d'années avant notre ère. Il va devoir explorer les abords du désert parce qu'on sait que l'animal vivait à cet endroit précis, à la limite du désert et de la forêt. Et Nigel va donc rassembler des indices, mais au cours de cette quête, il va rencontrer de nombreux animaux. Il va se faire courser par des vélociraptors. Ils ne sont pas aussi gros que ceux de Jurassic Park. Ceux du film mesuraient 4-5 mètres, et les nôtres seulement 2 mètres, mais ce sont de redoutables prédateurs. Ensuite, Nigel va être obligé de se cacher pour échapper à un tarbosaure, qui est le cousin asiatique du célèbre Tyrannosaurus Rex. Et finalement, il va trouver un plan d'eau où les bêtes viennent s'abreuver. Et là, il va attendre que le monstre aux griffes géantes ait soif. D'ailleurs, quand il finira par le voir, Nigel aura une sacrée surprise. Mais là, je ne peux pas vous en dire plus.
Et je me souviens le premier jour du tournage, sachant que Nigel a nagé avec des requins et qu'il s'est allongé à côté d'alligators, qu'il est allé jusqu'à mettre la tête dans leur gueule sans jamais se blesser de sa vie. Et là, lors du tout premier tournage, alors qu'il n'y avait pas un seul vrai animal, mais seulement des créatures virtuelles et des animatroniques, il a fallu qu'il s'arrache un ongle pendant une séquence. Et on s'est retrouvé avec un gros problème de cohérence entre les plans, parce qu'on venait de tourner une séquence prévue pour le milieu du documentaire et une autre prévue pour le début. Et voilà notre Nigel obligé de porter un pansement sur le doigt. Il fallait faire attention à ce que les séquences avec ou sans pansement soient raccords. Mais sinon, à part ça, Nigel est un vrai dur et il a survécu à toute cette aventure. Et puisqu'on parle de Nigel, on l'a choisi pour de nombreuses raisons. Par exemple, ce genre de rôle, même pour un acteur professionnel, est vraiment très difficile parce qu'il faut faire semblant de suivre les mouvements d'une créature et ne pas la perdre de vue alors qu'en fait, elle n'existe même pas. Et si on avait pris, je ne sais pas moi, Ewan McGregor par exemple, il aurait été beaucoup moins naturel. Alors que Nigel débordait d'enthousiasme, il avait vraiment envie de faire ses films. Et je crois aussi que le fait qu'il ait déjà beaucoup travaillé avec des tigres, des requins et j'en passe, ça lui a permis d'apporter du crédit au documentaire. Et quand on filmait son visage, on croyait vraiment qu'il y était et qu'il voyait toutes ces créatures. La séquence où il traverse une colonie de dinosaures protégeant leurs œufs était difficile à tourner. Il joue les matadors avec son drapeau, alors qu'il n'y a rien autour de lui. Je le revois en train d'agiter son drapeau rouge et de faire comme s'il était mort de peur parce que ces créatures voulaient le mordre. Il a fallu tourner plusieurs plans sous des angles différents pour faire un montage crédible. Et je ne sais pas si vous avez eu des problèmes quand vous avez tourné sous l'eau. Tourner sous l'eau, c'est un problème en soi. C'est très difficile, surtout lorsqu'il faut tout chorégraphier. On a du mal à communiquer sous l'eau. Je ne pouvais pas dire à Nigel, regarde, il y a un monstre derrière toi à droite. Le fait de tourner sous l'eau complique tout. Mais ça peut rendre bien. Seulement, il faut tout préparer soigneusement pour qu'au moment où on commence à tourner, tout soit bien clair et déterminé. Par exemple, Nigel savait exactement quand il fallait qu'il regarde derrière lui pour faire semblant de voir un monstre arriver et s'enfuir à la nage. À un moment, Nigel était tout fou parce qu'on le filmait avec un animatronique. Ça n'était plus du virtuel et c'est la séquence où il capture un petit dinosaure. Il a commencé à se battre avec lui et il n'y avait plus moyen de l'arrêter. Pour une fois qu'il tenait un truc réel, il ne voulait plus le lâcher. On a beaucoup voyagé. Toi, tu es allé en Australie? Oui, sur Fraser Island. Et moi, je suis allé tourner aux Canaries. On s'est enfoncé jusqu'au centre de certaines îles de l'archipel. C'était vraiment formidable. Le paysage est magnifique. C'était la première fois que je voyais l'intérieur des terres. Je ne connaissais que les plages des Canaries, qui n'ont plus grand-chose de naturel. Mais le centre des îles est superbe. On est aussi allé en Égypte récemment. Oui, on voulait filmer dans un endroit très aride, sans trace de vie. Le désert égyptien est parfait pour ça. Sinon, ce qui est drôle au sujet de l'Égypte, c'est qu'on peut y trouver des paysages sous-marins magnifiques, très colorés, avec des coraux. Et nous, on voulait montrer une époque où la moitié de ce corail n'avait pas encore vraiment évolué, et où il n'y avait pas tous ces jolis poissons. Finalement, on était au paradis de la plongée sous-marine, et on a cherché exprès le coin un peu vide, où les coraux étaient morts, où tout était vieux, et où on pouvait plus facilement contrôler le peu de faune visible. Mais on a profité de la pureté exceptionnelle de l'eau et notre scène a un rendu un peu effrayant et très beau. Ce qui m'a marqué en Égypte, c'est la chaleur, c'était insupportable. On tournait en juillet, alors on s'attendait à avoir chaud. Mais une fois sur place, ce sont nos familles restées en Angleterre qui nous ont dit « La météo parle d'une énorme canicule en Égypte ». Ça expliquait qu'on se sente si mal. On se retrouvait en Égypte en été, et pendant une canicule en plus. Il faisait quelque chose comme 45 degrés à l'extérieur, c'était fou, on pouvait à peine bouger. C'était vraiment terrible de tourner dans ces conditions. Je ne le referais pour rien au monde. Et sur Fraser Island, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais un petit garçon s'est fait tuer par un chien sauvage. Et un homme a été dévoré par des requins juste avant notre arrivée. C'est vraiment un endroit paradisiaque. Seulement il y a des requins, il y a aussi des méduses, des pieuvres, des serpents venimeux, des tans et toutes sortes d'insectes qui piquent. Mais bizarrement, alors qu'on s'attendait à ce que ce soit un problème, ça ne nous a pas trop dérangés. Je crois qu'on a eu de la chance. Les monstres du fond des mers est différent des autres documentaires parce qu'on ne va pas remonter à une seule époque préhistorique mais à plusieurs. Le sous-titre, c'est les 7 océans les plus dangereux. Nigel va aller voir les pires créatures marines qui aient jamais existé dans les endroits les plus dangereux de tous les temps pour un plongeur. Il va commencer par le moins dangereux des 7. C'est l'océan du Trias, il y a 250 millions d'années.
Et là, il va tomber sur plusieurs reptiles. Il y en avait pas mal à l'époque. Des reptiles géants très féroces. Ensuite, il va remonter encore le temps pour arriver à une époque qui s'appelle l'Ordovicien. C'est la période la plus reculée dont on est parlé dans un documentaire, il y a 450 millions d'années. Et c'était vraiment une époque étrange. Il y avait d'énormes scorpions qui vivaient au fond des mers. Des scorpions de plus d'1 mètre de long. On n'avait jamais rien vu de tel, je vous assure. Avec des pinces gigantesques et des piquants partout. Personne ne censé ne plongerait parmi ces bêtes-là, sauf Nigel, mais lui, il est très courageux. Il verra aussi des créatures de 10 mètres de long, bardées de tentacules, qui étaient les prédateurs les plus féroces de cette période. Ensuite, pour le 3e océan, Nigel va devoir remonter au Dévonien. À cette période, les mers abritaient d'énormes poissons, à la tête protégée par une vraie cuirasse. L'un d'eux s'appelait le Dunkleosteus. Et Nigel va tenter une petite expérience pour évaluer la force des mâchoires de ces monstres qui avaient des gueules énormes, capables d'avaler n'importe quoi. Nigel va donc plonger dans une cage spécialement conçue pour le protéger de ces créatures. Et une fois sous l'eau, il se livrera à sa petite expérience. Il montrera la puissance des mâchoires du Dunkleosteus. Son arrêt suivant sera l'époque de l'Éocène, il y a 36 millions d'années. On va y revoir un animal présenté dans le documentaire sur la Terre des monstres disparus. Et Nigel ira nager avec lui. L'animal s'appelle un basilosaure. Et c'est la plus grosse et la plus féroce de toutes les baleines qui ait jamais existé. De nos jours, nos baleines à nous se nourrissent de plancton. À l'Éocène, c'était autre chose. Elles avaient des mâchoires bien plus puissantes et pouvaient avaler n'importe quoi. Ensuite, Nigel va remonter à une période appelée le Pliocène. À notre époque, on se dit que nos grands requins blancs sont des monstres terrifiants. Mais ce qu'on oublie, ou ce que les gens ignorent, c'est que nos requins avaient des ancêtres qui vivaient il y a environ 1 million d'années. Mais ces requins-là étaient vraiment gigantesques, comparés aux grands requins blancs actuels. Ils étaient... Attendez, je crois qu'ils devaient faire... Attendez que je réfléchisse... Oui, je crois qu'ils pesaient environ 30 fois le poids de nos grands requins blancs. Évidemment, c'est très dangereux de plonger avec ces requins-là. Et en fait, Nigel, pour nous montrer de quelle façon chassent ces requins, va attacher une caméra sur le dos de l'un d'eux et on va pouvoir suivre le requin et voir tout ce qu'il voit lorsqu'il va chasser et attaquer sa proie. Et pour l'avant-dernière étape, donc le 2e océan le plus dangereux du monde, Nigel ira au Jurassique. On y retrouvera une vieille connaissance, le Liopleurodon, qui était déjà dans le documentaire sur la Terre des dinosaures. Le Liopleurodon était un prédateur qui avait 4 nageoires. Il faisait 20 mètres de long et quand vous le verrez, vous comprendrez tout de suite ce que cet océan avait de si dangereux. C'était un reptile vraiment gigantesque et aucun plongeur ne se risquerait près de lui. La plongée la plus dangereuse de tous les temps que Nigel effectuera en dernier se fera dans un océan du Crétacé. On connaît surtout le Crétacé parce que des monstres comme le T-Rex y vivaient. Donc on n'était déjà pas en sécurité sur la terre ferme, mais alors dans l'eau c'était encore pire. Il ne fallait pas se méfier d'un grand prédateur, mais de dizaines d'entre eux. Les océans grouillaient de reptiles carnassiers, de poissons gigantesques et d'autres créatures toutes plus monstrueuses les unes que les autres. Un véritable enfer. Et quand il atteindra le Crétacé, Nigel va vraiment risquer sa vie et il devra redoubler de prudence. Et surtout, faire attention où il nage. D'ailleurs, à la fin, il se lancera à la recherche des mosasaures géants, c'est-à-dire les plus redoutables prédateurs du Crétacé, les reptiles les plus féroces de l'océan, le plus dangereux de tous les temps. C'est là-dessus que se conclura l'aventure des monstres du fond des mers. Nigel se retrouvera face à face avec un mosasaure. Dans cette série, tout est nouveau puisqu'on s'intéresse à un nouveau sujet. C'est un peu comme si on avait produit des documentaires sur les lions et qu'on voulait en produire un sur les baleines. C'est aussi radical que ça. Et tous les effets qu'on utilise dans nos documentaires ne sont en fait que des moyens pour faire découvrir ces animaux aux spectateurs. Aujourd'hui, avec l'expérience qu'on a acquise et les compétences qu'ont développées nos graphistes, on a enfin l'impression qu'on peut réellement faire tout ce qu'on veut. Et dans les monstres du fond des mers, on a pu intégrer des tas de péripéties du genre un plongeur isolé dans une cage qui se fait attaquer par le monstre le plus abominable qui ait écumé les mers du Dévonien. D'ailleurs, on n'aurait jamais pu faire tout ça il y a encore 5 ans, mais aujourd'hui, on a de plus en plus confiance en nous et la technologie est de plus en plus perfectionnée. Alors on peut faire tout ce qu'on veut. On espère réussir à toucher de plus en plus de gens. Nigel est un présentateur très sympathique. On voit qu'il maîtrise à fond son sujet et en plus, il a une sorte de charme. C'est le genre de bonhomme qu'on aimerait avoir comme ami. Et à mon avis, quand on le voit se balader au milieu des dinosaures, on s'imagine facilement en train de faire pareil.
Et je trouve ça très important. Toutes ces prouesses technologiques et ces créatures virtuelles sont en fait au service de l'imagination du spectateur. Au lieu d'apprendre toutes ces choses dans un livre ou grâce à des schémas ou à un professeur, nos spectateurs découvrent tout eux-mêmes sur place et c'est Nigel qui les guide.